Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, avec Burluc, on vous propose un nouveau format. L'idée est de prendre une publication scientifique et de tenter de répliquer l'ensemble, ou au moins une partie, des résultats. Rien de mieux que de chercher à reproduire quelque chose pour le comprendre. Dans la dernière vidéo, on présentait l'introduction à l'évolution par sélection naturelle, et aujourd'hui c'est un peu la suite puisqu'on va rester dans le thème de l'évolution, mais en complexifiant un peu l'affaire. Le papier que l'on va étudier a été publié par John Pepper et Barbara Smuts au sein de cet ouvrage. Mais je ne vous dévoile pas le titre du papier pour le moment parce qu'il donne la thématique générale dans laquelle il s'inscrit et je pense que c'est plus pertinent de voir ça en ouverture à la fin de la vidéo plutôt que de vous plonger dans un grand cadre théorique d'entrée de jeu. Vous pouvez tout de même voir par le sous-titre de l'ouvrage qu'il va s'agir de dynamique évolutive dans un contexte spatial. Mais on va prendre ça en douceur par le commencement, c'est-à-dire les règles du modèle. Commençons par le mouvement des Burluc. Si vous êtes familier de la chaîne, ce modèle adopte des règles de déplacement très similaires à ce que l'on a fait dans les précédentes vidéos. Le Burluc se trouve dans un espace discret en 2 dimensions, ce qui correspond à une grille où chaque cellule est une position de l'espace. Et dans cette configuration, le Burluc a la possibilité de se déplacer sur n'importe laquelle des 8 positions l'entourant. Son mouvement va simplement consister à choisir l'une de ces positions de manière aléatoire. Par contre, il ne peut y avoir qu'un seul Burluc par position. Donc dans cette nouvelle configuration, le Burluc va choisir uniquement parmi les 7 positions libres. Dans l'espace, il y a aussi des plantes qui intéressent grandement le Burluc puisqu'il les mange. Celui-ci a la capacité de voir s'il y a une plante ou non dans les positions de l'espace qui l'entoure, et si c'est le cas, il va pouvoir choisir activement de se déplacer sur une position avec une plante plutôt que sur une position vide. Dans ce cas, son déplacement n'est plus tout à fait aléatoire. Pour les habitués, vous remarquez que cela revient à ce que l'on faisait dans la dernière vidéo, dans le cas d'une distance de perception du Burluc égale à 1. Le Burluc perçoit les cellules de l'espace directement adjacentes à sa propre position. De plus, et de nouveau, tout comme dans la précédente vidéo, lorsqu'il y a plusieurs plantes disponibles dans les positions de l'espace atteignables, le Burluc est capable de voir quelle plante contient le plus d'énergie, parce que c'est la plante la plus grande, et il va choisir préférentiellement de se déplacer sur celle-ci plutôt que sur une autre. En revanche, pour qu'une plante soit considérée par le Burluc, il faut que celle-ci ait suffisamment d'énergie. Si son énergie est plus faible que le seuil limite, alors elle n'est pas vraiment exploitable par le Burluc, et dans ce cas, celui-ci adopte une stratégie de déplacement aléatoire comme si la plante n'était pas là. Le deuxième point du modèle est l'énergie des Burluc, et là aussi pas de surprise, c'est tout à fait similaire à nos modèles précédents. Premièrement, à chaque pas de temps, le Burluc a un coût métabolique, c'est-à-dire une diminution de son énergie propre à maintenir son métabolisme. Par contre, il peut regagner de l'énergie en consommant des plantes, ce qui enlèvera de l'énergie à la plante consommée. Si le Burluc atteint un certain seuil d'énergie, alors il se reproduit, ce qui produit un Burluc supplémentaire, au prix d'un coût énergétique pour le Burluc parent. A l'inverse, si l'énergie du Burluc atteint 0, parce qu'il n'a pas trouvé assez de plantes pour compenser son coût métabolique, alors il meurt. Les plantes ont donc également de l'énergie. Celle-ci est réduite lorsqu'il y a consommation par un Burluc, mais elle augmente automatiquement au cours du temps selon une fonction logistique, jusqu'à une capacité maximale à laquelle elle stagne tant qu'il n'y a pas une nouvelle consommation par un Burluc. Voici rapidement ce que ça donne avec ces premières règles. À présent, le point clé du modèle proposé par les auteurs est de considérer 2 types de Burluc, ou on pourrait dire 2 traits ou 2 phénotypes. Il y a le trait gourmand et le trait modéré. Le trait modéré induit que lorsque le Burluc consomme une plante, il lui retire 50% de son énergie, tandis qu'un Burluc avec un trait gourmand retire 99% de l'énergie de la plante. Bien sûr, les Burlucs récupèrent l'énergie qu'ils retirent de la plante qu'ils consomment. Donc à énergie égale, le Burluc modéré récupère quasiment moitié moins d'énergie que le Burluc gourmand. Vous voyez qu'en plus le trait modéré donne une couleur rouge au Burluc, ce qui nous permet de facilement différencier les traits dans une population. Il est important de bien comprendre les conséquences de ces 2 traits pour apprécier les résultats du modèle, alors je me permets d'insister un petit peu. Si on prend un Burluc gourmand et un Burluc modéré, tous deux consomment chacun une plante qui a sa capacité maximale d'énergie. Après consommation, la plante mangée par le Burluc gourmand n'a plus qu'1% de son énergie maximale,
tandis que la plante mangée par le burluc modéré a encore 50% de son énergie maximale. Ce qu'il faut bien cerner, c'est qu'étant donné la croissance logistique des plantes, celles-ci ne vont pas repousser aussi vite en fonction de leur énergie. Évidemment, une plante qui a moins d'énergie va mettre plus de temps à retrouver une énergie maximale qu'une plante en ayant plus, mais en plus, si on s'intéresse au taux de croissance, c'est-à-dire à la vitesse de croissance de la plante, et donc à la pente de la courbe de croissance, on voit qu'une plante qui a 50% de son énergie maximale reprend directement une croissance forte après la consommation. Tandis qu'une plante ayant 1% d'énergie a non seulement besoin de plus d'énergie pour atteindre son énergie maximale, mais en plus elle a initialement un taux d'accroissement faible. Cette différence est liée à l'usage d'une fonction logistique pour la croissance des plantes, et les auteurs justifient ce choix en s'appuyant sur de la littérature montrant que dans la nature, les courbes de croissance mesurées sont effectivement souvent non linéaires, avec cette forme en sigmoïde, en S, plutôt que linéaire, ce qui reviendrait à une simple droite allant de 0 à la valeur maximale en conservant toujours la même pente. À partir de tous ces ingrédients, la question que se sont posés les auteurs est assez simple. Est-ce que la sélection naturelle, l'évolution par sélection naturelle, va entraîner la fixation d'un des deux traits au détriment de la disparition de l'autre? Avant toute chose, les auteurs veulent s'assurer, à juste titre, d'avoir une bonne compréhension du modèle qu'ils ont construit. Pour cela, ils réalisent des simulations sur un espace homogène, c'est-à-dire avec une plante à chaque position de l'espace, de populations de burlucs monospécifiques, c'est-à-dire soit une population uniquement de burlucs gourmands, soit uniquement de burlucs modérés, et sans aucun processus de mutation. L'idée est simplement de comprendre quelle dynamique temporelle suit chaque population en fonction de leurs traits. On va donc suivre leur procédure et commencer par regarder deux dynamiques en simultané de deux populations monospécifiques. À gauche, la simulation avec des burlucs gourmands, et à droite, celle avec des burlucs modérés. Pour chaque simulation, on a trois visualisations graphiques. À gauche et en haut, les dynamiques temporelles de l'énergie totale des plantes et de l'énergie totale des burlucs en fonction du temps. En dessous, les mêmes valeurs, mais représentées sous la forme d'un portrait de phase, comme on l'avait vu dans la seconde vidéo. C'est-à-dire que l'axe des abscisses à l'horizontale représente l'énergie totale des plantes, et l'axe vertical des ordonnées, l'énergie totale des burlucs. Enfin, sur la droite, la visualisation directe de la population dans l'espace. Ces simulations nous montrent que du côté de la population de burlucs gourmands, le système semble suivre des oscillations puisque les burlucs ont tendance à exploiter très fortement la ressource en plante, augmentant ainsi leur population mais subissant ensuite une période de très faible ressources durant laquelle la mortalité de burlucs est forte. Puis les plantes finissent par repousser, il y a de nouveau une forte consommation et une augmentation de la population de burlucs. Du côté de la population de burlucs modérés, le système suit également des oscillations initiales, mais qui semblent ensuite progressivement s'atténuer au cours du temps, parce que les burlucs n'entraînent jamais une diminution trop importante des ressources. Pour se faire une meilleure idée, multiplions les simulations et augmentons un peu la durée maximale. Voici un graphique présentant en bleu 5 simulations de population de burlucs gourmands, en représentant ici le nombre de burlucs en fonction du temps, et en rouge 5 simulations de populations de burlucs modérés. On voit effectivement que les 5 populations de burlucs modérés convergent après 2 oscillations initiales vers un état plutôt stationnaire avec environ 100 burlucs en moyenne et simplement de petites variations. Du côté des populations de burlucs gourmands, on voit premièrement qu'il y a une simulation où les burlucs disparaissent complètement durant le point bas de la première oscillation. Pour les 4 autres, il y a persistance des burlucs, et on voit que la population continue à suivre des oscillations, bien que ce soit plus ou moins marqué selon les simulations. Un dernier élément que vous aurez immédiatement remarqué, c'est qu'à l'équilibre, le trait modéré permet le maintien d'une population de burlucs plus nombreuse. Si on compare avec les résultats du papier, on voit que l'on retrouve qualitativement la même chose. Les simulations de burlucs gourmands en trait plein mènent soit à l'extinction des burlucs, soit à une dynamique d'oscillation, tandis que les simulations de burlucs modérés convergent vers un équilibre stationnaire. Bon, on va pouvoir passer au cœur du sujet. Prenons cette situation. L'espace est le même que dans les simulations précédentes, avec une plante à chaque position de l'espace.
En revanche, en condition initiale, on considère maintenant une population mixte avec 5 burlucs gourmands et 5 burlucs modérés. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mutation, donc un burluc gourmand donne des descendants gourmands et un burluc modéré des descendants modérés. D'après vous, et à partir de ce qu'on vient de voir, pensez-vous qu'un trait va être sélectionné et s'imposer dans la population? Et si oui, lequel? Eh bien la population n'est pas passée loin de l'extinction après un premier pic d'abondance en burluc, suivi d'une période très faible en plantes, mais au final le trait qui en ressort vivant et qui persiste, c'est le trait gourmand. Bon, ce modèle admet une certaine part de stochasticité, d'aléatoire, par exemple à travers le déplacement aléatoire des burlucs lorsqu'il n'y a pas de plantes disponibles, et cette stochasticité intrinsèque au modèle nous oblige à toujours multiplier les simulations si on veut être confiant dans les résultats. Sinon on risquerait de tirer des conclusions générales à partir d'une seule simulation pouvant en fait représenter un cas très rare, un artefact du modèle qui ne se produit qu'avec une faible probabilité. Voici donc les résultats de 5 simulations, montrant le nombre de burlucs gourmands en bleu et de burlucs modérés en rouge. Les résultats semblent finalement assez robustes, les burlucs modérés s'éteignent rapidement à chaque fois. Et voici les résultats présentés dans le papier. Ils montrent également une extinction des burlucs modérés, représentés en lignes pointillées, pour chaque simulation. En fait, ce que nous montrent ces résultats, c'est que les burlucs gourmands, par leur usage beaucoup plus intense de la ressource en plante, se reproduisent plus rapidement que les burlucs modérés. Un burluc gourmand a un avantage individuel en consommant 99% de chaque plante qu'il rencontre, par rapport à un burluc modéré qui n'en consomme que 50%. Pourtant, on a aussi vu avec les simulations de populations monospécifiques que les burlucs gourmands génèrent des périodes de pénurie en plantes, de telle sorte que leur population à l'équilibre est plus faible qu'une population de burlucs modérés. Cependant, lorsque les deux traits sont mélangés au sein d'une même population, l'ensemble des burlucs paie le prix de la pénurie en plantes, tandis que seuls les burlucs gourmands profitent de leur efficacité à consommer les plantes, et donc finalement les burlucs modérés étant à la fois moins nombreux et moins efficaces dans leur gain d'énergie finissent toujours par être ceux qui s'éteignent complètement durant les phases de faible disponibilité en plantes. Pour se convaincre un peu plus de ce phénomène, j'ai fait quelques simulations complémentaires à celles du papier, simplement en changeant la condition initiale, avec cette fois-ci un seul burluc gourmand et 9 burlucs modérés. Mais finalement cela retarde juste l'échéance, la répétition des simulations montre bien que les burlucs modérés s'éteignent inexorablement dans ces conditions. Bon, une question assez classique est de se demander dans quelle mesure un résultat, ici la sélection du trait gourmand, dépend de l'environnement. Les auteurs s'intéressent en particulier à l'effet possible de la structure de l'espace, c'est-à-dire la répartition des plantes dans celui-ci. Et cette question découle assez logiquement des premières simulations de populations monospécifiques que l'on a examinées. Ok, on vient de voir que dans une population mixte, le trait gourmand était sélectionné, mais on avait quand même vu précédemment que lorsque les deux traits sont isolés, le trait modéré permet le maintien d'une population de burlucs bien plus importante. Est-ce que cela pourrait jouer un rôle en fonction de la structure de l'espace ? Pour éclaircir cette question, les auteurs décident alors de considérer que l'espace de simulation doit être formé d'un certain nombre minimal de plantes réparties sous forme de patchs, autrement dit de carrés, en fonction de deux paramètres. La taille des patchs, exprimée par la longueur d'un côté, donc un patch d'une taille de 3 est en fait un carré de 3 plantes de côté, et donc de 9 plantes en tout, et la distance entre les patchs, c'est-à-dire le nombre de cellules vides entre chaque peuplement de plantes. Donc sur cet exemple présenté dans le papier, on a des patchs de taille 3 avec une distance interpatch de 2. Jusqu'à présent, on a uniquement regardé des simulations avec un seul patch, que l'on pourrait qualifier sans structure de l'espace ou sans structure spatiale. À partir des deux paramètres de l'espace, on peut donc maintenant générer tout un panel d'espaces de simulation différents. Par exemple, 4 patchs d'une taille de 15 avec une distance interpatch de 4, ou 16 patchs d'une taille de 4 avec une distance de 4, ou encore 25 patchs d'une taille de 8 avec une distance de 3.
Au final, les auteurs vont considérer cette gamme de paramètres avec une taille et une distance variant de 1 à 10, formant ainsi 100 espaces de simulation différents, et ils vont examiner la dynamique évolutive entre les deux traits pour chaque espace de ce panel. Mais avant de reproduire cela, examinons de nouveau le comportement de populations monospécifiques, c'est-à-dire avec chaque trait individuellement, dans un espace structuré en 4 patchs d'une taille de 10 et avec une distance entre les patchs également de 10. L'idée est comme précédemment de se donner des éléments de réflexion pour tenter de prédire les résultats à venir, pouvoir mieux comprendre les processus qui les sous-tendent et également juger à quel point les résultats sont surprenants ou non par rapport à nos intuitions. Ce qu'il y a de fondamentalement nouveau quand on se place dans un espace avec une structure spatiale, c'est le processus de migration des burlucs. C'est-à-dire le fait de quitter un patch de plante en traversant la distance interpatch et d'arriver ainsi dans un autre patch. Mais pourquoi cette migration se produit ? Rappelez-vous des règles du modèle. Tant qu'un burluc perçoit une plante exploitable dans son voisinage, il va choisir de s'y diriger. Cette règle pourrait alors nous faire croire qu'il n'y a aucune raison pour qu'un burluc quitte son patch de plante. Mais premièrement, un burluc ne se déplace sur une position que si celle-ci est libre. Donc imaginons qu'un burluc se trouve en bordure d'un patch de plante, et que toutes les positions dans son voisinage à l'intérieur du patch soient déjà occupées par d'autres burlucs. Dans ce cas, celui-ci n'a que le choix de se diriger sur une position en dehors du patch de plante, initiant alors potentiellement un mouvement de migration. Deuxièmement, pour qu'une plante soit exploitable et donc considérée par le burluc dans son déplacement, celle-ci doit dépasser une certaine énergie minimale. Autrement dit, il est tout à fait possible pour un burluc en bordure d'un patch de n'avoir dans son voisinage aucune plante exploitable, et donc de faire un déplacement purement aléatoire pouvant le faire sortir du patch et initier un mouvement de migration. Alors, tout ceci étant posé, tentons une première simulation avec cet espace de simulation composé de 9 patchs d'une taille de 6 et séparés d'une distance de 4, avec initialement 5 burlucs pour chaque trait. Essayez de vous faire une idée sur la dynamique à venir, et soyez attentifs au comportement des burlucs en fonction de leurs traits. Eh bien, il semble que le trait gourmand soit de nouveau sélectionné dans cette configuration de l'espace. Comme toujours, répliquons un peu les résultats pour s'en persuader. Et effectivement, la disparition des burlucs modérés semble systématique. Mais peut-être avez-vous remarqué que la dynamique des burlucs gourmands et des burlucs modérés ne se déroulait pas tout à fait de la même façon dans l'espace. Passons à une nouvelle simulation avec les mêmes conditions, hormis la distance interpatch qui augmente pour passer à 6. Faites vos prédictions et intéressez-vous à examiner la dynamique d'un patch individuellement au sein de l'espace. Ça peut être riche d'informations sur les processus en jeu. Alors là, on a quelque chose de véritablement nouveau. À la fin de la simulation, les deux traits sont toujours présents. Et si on multiplie les simulations avec un temps plus long, on voit que cela se produit 4 fois sur 5. Il y a seulement une simulation où le trait modéré disparaît complètement. Eh bien, on va pas s'arrêter en si bon chemin, passons maintenant à une distance interpatch de 8, et voyons ce qu'il se produit. Là aussi c'est du 9, on voit pour la première fois se produire la disparition du trait gourmand. Et sur 5 simulations, cette disparition se produit 4 fois.
Sachant qu'en plus, dans la seule simulation où le trait gourmand persiste, c'est vraiment en petit effectif et il pourrait disparaître à tout moment. Je pense qu'avec le déroulé des simulations, vous étiez certainement venu à la conclusion que le trait gourmand allait effectivement disparaître avec l'augmentation de la distance interpatch. Ou autrement dit, le trait modéré allait être sélectionné. L'objectif de ces quelques simulations très visuelles était aussi de réussir à se faire une idée des processus en jeu derrière cette sélection du trait modéré. On va y revenir, mais avant cela examinons les résultats plus généraux obtenus sur toute la gamme d'espaces de simulation testés par les auteurs. Voici les résultats obtenus sur l'ensemble de la gamme de paysages testés. On retrouve en ordonnée, à la verticale, la taille des patchs, allant de 1 en haut à 10 en bas de l'axe, et en abscisse, la distance interpatch, de 1 au minimum à gauche jusqu'à un maximum de 10 à droite. Chaque couple de paramètres, taille de patch et distance interpatch, correspond donc à une cellule de la grille, et la couleur de la cellule indique la fréquence du phénotype modéré à la fin de la simulation. Autrement dit, le nombre de burlucs modérés présents divisé par le nombre total de burlucs. La légende à droite montre que la couleur blanche indique une fréquence de 0, c'est-à-dire l'absence de burlucs modérés, tandis que le rouge foncé indique une fréquence de 1, donc uniquement des burlucs modérés, et plus aucun burluc gourmand. Enfin, une cellule en gris indique qu'avec ce couple de paramètres, la population de burlucs est totalement éteinte, modérés comme gourmands. Les résultats sont assez marquants. Il y a toute une zone de l'espace des paramètres, plutôt en haut à droite, où les burlucs avec le phénotype modéré sont sélectionnés, au point même d'exclure totalement le phénotype gourmand qui disparaît. Cette zone de l'espace correspond à une structure spatiale forte, soit par la petitesse des patchs, soit par la grande distance entre eux, ou bien encore mieux, l'association des deux phénomènes. Au contraire, en bas à gauche de la figure, la structure spatiale est faible, parce que les patchs sont très grands, ou bien très rapprochés, ou bien les deux à la fois, et entre ces deux zones, il semble exister une mince diagonale où la structure spatiale serait ni trop forte, ni trop faible, de telle sorte que les deux phénotypes semblent pouvoir coexister. Par comparaison des figures, on peut voir que l'on reproduit assez bien les résultats du papier. La différence principale étant simplement l'absence de situation de coexistence dans les résultats de Paper et Smut, soit la fréquence de burluc modéré est de 0, soit elle est de 1. Et cette différence est très certainement due au simple fait que le temps maximal que les auteurs ont utilisé, 10 000 pas de temps, est supérieur à celle que j'ai utilisée. Par contre, j'ai trouvé que les auteurs avaient peut-être négligé une information que je trouve importante. Celle de savoir si une population monospécifique de burlucs gourmands était viable pour chacun des couples de paramètres. Autrement dit, lorsqu'il y a vraisemblablement sélection du phénotype modéré, est-ce réellement parce qu'il est plus performant, ou bien plutôt parce qu'en fait le phénotype gourmand n'est tout simplement pas viable dans cet environnement. Bon, vous me direz que si le phénotype gourmand n'est pas viable, tandis que le phénotype modéré l'est, c'est bien que le phénotype modéré est plus performant. Mais disons que je trouve que la situation où la sélection du phénotype modéré se produit simplement parce que le phénotype gourmand s'éteint, quoi qu'il arrive, est un peu la solution facile. Ce qui est plus intéressant est le cas où les phénotypes modérés prend effectivement le dessus, malgré le fait que le phénotype gourmand soit viable. Bref, pour tester cela, il suffisait de regarder pour chaque couple de paramètres si une population uniquement de burlucs gourmands était viable à long terme ou non, et voici les résultats. Lorsqu'une cellule est blanche, cela signifie la persistance à long terme d'une population de burlucs gourmands, tandis qu'une cellule grise indique que dans ces conditions, les burlucs gourmands s'éteignent dans tous les cas. Si on compare avec la figure précédente, on voit que la sélection du phénotype modéré se produit souvent dans un contexte où de fait le phénotype gourmand n'est de toute manière pas viable. Mais le plus important est de voir que ce n'est pas uniquement dans cette région de l'espace des paramètres que la sélection du phénotype modéré se produit, mais également pour des couples de paramètres où le phénotype gourmand est viable, et donc où celui-ci aurait pu s'imposer ou coexister avec le phénotype modéré. Bon, le déroulé de l'analyse nous a normalement donné tous les éléments pour comprendre les processus expliquant ces résultats. Mais faisons-en une petite synthèse en examinant en détail une simulation. Concentrons-nous en premier lieu sur ce patch en bas à droite qui contient uniquement des burlucs gourmands. La dynamique qui se produit est celle que l'on connaît maintenant bien d'une population monospécifique de burlucs gourmands, c'est-à-dire une surexploitation des plantes menant à une croissance de la population de burlucs, mais également une période de pénurie en plantes. Durant cette pénurie, le mouvement aléatoire des burlucs peut les mener dans un processus de migration.
Mais si la distance interpatch est grande, il est rare qu'une migration réussisse, c'est-à-dire mène le burluc à atteindre un nouveau patch. Et donc on voit qu'en fait tous les burlucs gourmands de ce patch monospécifique finissent par mourir. En revanche, si on reprend du début et que l'on observe maintenant le patch juste à côté, qui est lui monospécifique de burlucs modérés, dans ce cas, la modération des burlucs permet le maintien d'une sorte d'équilibre de la population, car il n'y a jamais véritablement de pénurie en plantes, et on peut même voir que le patch est en quelque sorte producteur des burlucs modérés, puisque non seulement la population se maintient au sein du patch, mais en plus la forte densité de burlucs peut en pousser certains à migrer et potentiellement coloniser de nouveaux patchs, comme on peut le voir ici. On peut tirer de ces deux observations la remarque suivante. À l'échelle du patch de plantes, un patch de burluc modéré produit en moyenne plus de descendants qu'un patch de burluc gourmand. Autre chose à présent. Reprenons le début et regardons ce patch en haut à gauche ayant initialement un burluc modéré et un burluc gourmand. De nouveau, s'intéresser à la dynamique uniquement au sein de ce patch revient à s'intéresser à la dynamique sans structure spatiale, comme lorsqu'on regardait une simulation avec un espace pleinement rempli de plantes. Et dans ce cas, on le sait bien maintenant, les deux types de burlucs paient le prix de la pénurie en plantes, tandis que seuls les burlucs gourmands en profitent, puisque ce sont eux qui consomment en majorité les plantes. Donc, au sein de ce patch, les burlucs gourmands excluent les burlucs modérés, ou autrement dit, le trait gourmand est sélectionné au sein d'un patch. Enfin, si on revient un petit peu en arrière, on peut voir un autre processus, celui de l'invasion d'un patch de burlucs modérés par un burluc gourmand. Le burluc gourmand provient d'un patch de plantes qui est entré dans une période de pénurie, menant à la migration de certains burlucs, et par chance celui-ci arrive dans ce peuplement où il n'y a que des burlucs modérés, donc une certaine stabilité de la ressource en plantes. Mais de nouveau, au sein de ce peuplement, le burluc gourmand est plus performant. Il se reproduit vite et détruit l'équilibre du patch en entraînant une pénurie de plantes. En bref, on pourrait le synthétiser ainsi. Au sein d'un patch, les burlucs gourmands gagnent. Entre un patch de burluc gourmand et un patch de burluc modéré, le patch de burluc modéré gagne, puisque celui des gourmands court à son extinction, tandis que celui des modérés est stable et exporte même des burlucs. Et enfin, un patch de modéré peut être envahi par un burluc gourmand. Alors, au final, quand on dit que des burlucs gagnent, c'est en fait une manière détournée de dire qu'ils sont sélectionnés, dans le sens qu'ils ont une meilleure valeur sélective, comme on l'a défini dans la vidéo précédente. En moyenne, les burlucs gourmands ont plus de descendants que les burlucs modérés, donc le phénotype gourmand est sélectionné par rapport au phénotype modéré. Du moins au sein d'un patch, puisqu'on a également dit que les patchs modérés gagnent par rapport aux patchs gourmands. C'est-à-dire qu'en moyenne, si on regarde au niveau des patchs, un patch de burluc modéré va produire plus de descendants qu'un patch de burluc gourmand. Donc de la même manière qu'on vient de le définir pour le niveau de l'individu, au niveau des patchs, un patch modéré a une plus grande valeur sélective qu'un patch gourmand. Donc les patchs modérés sont sélectionnés par rapport aux patchs gourmands, et donc au final, au niveau des patchs, le phénotype modéré est sélectionné par rapport au phénotype gourmand. En substance, la sélection au niveau des individus au sein des patchs sélectionne le phénotype gourmand, mais la sélection au niveau des patchs sélectionne le phénotype modéré. La résultante entre ces deux sélections antagonistes va dépendre de la force de chacune, en particulier va dépendre de la force de sélection entre les patchs, et cette force de sélection est d'autant plus forte que les patchs sont éloignés dans l'espace. Effectivement, plus ils sont loin, moins les burlucs peuvent réussir à migrer entre les patchs, ce qui permet aux patchs de pleinement jouer leur rôle en tant que niveau d'organisation. Toute cette réflexion s'inscrit dans un cadre qui s'appelle la théorie de la sélection multiniveau. Si vous repensez aux 3 critères d'évolution par sélection naturelle que l'on a présentés dans la dernière vidéo, hérédité, variabilité, sélection, vous pouvez rapidement vous convaincre que considérer la sélection au niveau des patchs de plantes soulève d'importantes questions, en particulier sur le concept d'hérédité qui sous-tend en général également un concept de reproduction. Mais un patch de plantes ne se reproduit pas réellement, n'est-ce pas ? Tout ceci est un très vaste sujet que j'aimerais beaucoup traiter sur la chaîne, mais cela demandera toute une série de vidéos, je pense, pour faire cela proprement. Donc, pour le moment, on va rester sur cette description assez vulgaire des choses. Au sein des patchs, les burlucs gourmands sont sélectionnés, mais entre les patchs, ce sont les burlucs modérés qui sont sélectionnés.
Ainsi, si la structure spatiale est suffisamment prononcée, la sélection entre les patchs domine et le phénotype modéré est sélectionné, tandis que le phénotype gourmand disparaît. Arrivé là, nous avons reproduit tous les résultats majeurs du papier de Paper & Smut, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dépasser un peu leurs résultats en essayant de s'affranchir de deux hypothèses simplificatrices. La première simplification est que le modèle n'admet pas de mutation. Il n'y a pas de processus de variation des phénotypes. Un burluc gourmand a obligatoirement comme descendant un burluc gourmand, et de même pour un burluc modéré. C'est pour cela que pour évaluer l'évolution de chaque phénotype, il y a directement en condition initiale des simulations un certain nombre de burlucs gourmands et modérés. Mais de fait, cela nous prive de savoir si un phénotype peut émerger au sein d'une population sans qu'il soit déjà présent à l'instant initial. Le modèle ne permet pas de questionner le problème de l'origine. C'est un point important parce qu'il est possible qu'un phénotype soit sélectionné dès lors qu'il a une certaine fréquence seuil dans la population, mais qu'il ne le soit pas quand sa fréquence est plus faible. Ce processus s'appelle la sélection fréquence dépendante. On se penchera certainement en détail dessus à l'avenir, mais pour le moment, pour s'affranchir de cela, tout ce que l'on a à faire, c'est ajouter un processus de mutation au modèle. Ainsi, un burluc ayant un certain phénotype aura une certaine probabilité que son descendant ait en fait un phénotype différent. Dès lors, il sera possible d'initialiser des simulations avec uniquement des burlucs gourmands, par exemple, et voir si le phénotype modéré peut véritablement apparaître, c'est-à-dire être sélectionné et finalement s'imposer dans la population. Bien, maintenant que les mutations sont possibles, voyons si le trait modéré peut effectivement émerger dans une situation de structure spatiale permettant normalement sa sélection quand il est présent dès l'origine. Il s'agit ici du cas où la taille des patchs est de 3 et la distance entre eux est de 5, ce qui correspond à cette position dans la figure de résultat précédente, où l'on voit bien que le phénotype modéré atteignait en fin de simulation une fréquence de 1. Il apparaît assez rapidement quelques burlucs modérés grâce au phénomène de mutation. Puis comme attendu, les patchs de burlucs modérés sont générateurs de burlucs supplémentaires, tandis que les patchs de burlucs gourmands sont très rapidement en pénurie de plantes. La nouveauté avec les mutations est que les burlucs gourmands ont maintenant l'opportunité d'envahir les patchs de burlucs modérés directement de l'intérieur lorsqu'il y a mutation d'un descendant. Mais pour autant, cela ne change pas le résultat attendu. Le phénotype modéré est bel et bien sélectionné dans ce contexte de forte structure spatiale, et donc partant d'une population exclusivement de burlucs gourmands, le principe de mutation a permis l'apparition du trait modéré, qui a ensuite été sélectionné et est devenu largement dominant. Alors, la seule différence avec avant, c'est qu'à cause des mutations, il peut toujours y avoir quelques burlucs gourmands dans la population, et donc la fréquence du trait modéré ne sera probablement jamais véritablement de 1. Mais pour autant, il est clair que le trait modéré domine complètement la population. Reproduisons ce résultat pour mieux s'en convaincre. Voici 5 simulations, commençant par une population de 10 burlucs gourmands, et avec un phénomène de mutation qui ne devient possible qu'à partir du 500e pas de temps. Ceci permet de s'assurer que la population de burlucs gourmands soit viable avant d'évaluer l'évolution du phénotype modéré. On voit que malgré l'aspect stochastique du modèle, le phénotype modéré finit bel et bien par être dominant dans chacune des simulations. Donc avec ces structures spatiales, le phénotype modéré peut apparaître dans une population, puis être sélectionné malgré sa faible fréquence initiale. On peut également reproduire l'expérience inverse, considérer une structure spatiale menant normalement à la fixation du phénotype gourmand, c'est-à-dire à la disparition du phénotype modéré, mais débuter la simulation uniquement avec des burlucs modérés, et voir si le principe de mutation va effectivement permettre la sélection du phénotype gourmand après son apparition. Et c'est effectivement le cas. Allez, pour finir, j'aimerais bien pousser les résultats du papier encore un peu plus loin. Je parlais tout à l'heure de deux hypothèses simplificatrices, et on vient d'évacuer la première en ajoutant le processus de mutation. La seconde qui m'intéresse est le fait que la structure spatiale est en fait un paramètre fixe du modèle. C'est directement nous qui choisissons la taille des patchs et la distance entre eux. Et on suppose alors, si on veut transférer les résultats à une situation réelle, que la présence d'une structure spatiale adaptée doit précéder l'évolution du phénotype modéré. Alors, il existe de nombreux cas recensés de structure spatiale en patch dans la nature, assez similaires à ce que le phénotype modéré nécessite pour son évolution, et ceux-ci peuvent être dus à différents processus de nature purement physique ou bien via des interactions entre l'environnement et les organismes.
Par exemple, l'interaction entre herbivores et plantes peut mener à la formation de paysages hétérogènes dès lors que les herbivores ont une forte consommation menant à la dégradation locale des plantes qu'ils ont consommées. Ceux-ci, pour leur survie, se déplacent alors vers d'autres plantes, ce qui laisse potentiellement le temps aux plantes dégradées de se régénérer. Essayons d'implémenter ce phénomène dans le modèle. À présent, lorsqu'une plante a moins d'1% d'énergie, elle a une certaine probabilité de rentrer dans un état dégradé, signalé par une couleur rouge. Dans cet état-là, la plante est non seulement plus consommable par les burlucs, tout comme les plantes jaunes qui doivent regagner de l'énergie, mais en plus elle ne regagne justement plus d'énergie. Elle doit d'abord se régénérer. On peut imaginer que la plante régénère sa partie racinaire, par exemple, avant de regagner également de l'énergie dans sa partie aérienne qui est consommable par les burlucs. Une plante dégradée reste donc dans cet état un certain temps aléatoire, compris entre une valeur minimum et une valeur maximum, puis dépassé ce temps, elle reprend un état normal lui permettant de regagner de l'énergie et donc de passer de la couleur jaune à la couleur verte, signe qu'elle est consommable. À présent, partons d'un espace pleinement rempli en plantes, c'est-à-dire sans aucune structure spatiale, la présence d'une population de burlucs gourmands va contraindre certaines plantes à rentrer dans un état dégradé, les rendant non consommables pendant un certain temps, et générant alors une sorte de structure spatiale. Celle-ci est bien moins ordonnée que la structuration en patch que l'on a vue jusqu'à présent, mais le fait est que le paysage comporte maintenant des zones de plantes consommables et des zones de trous où les plantes ne sont plus consommables. Naturellement, la question que l'on cherche à se poser ici est de savoir est-ce que le phénotype modéré peut apparaître et être sélectionné dans ce paysage hétérogène qui a lui-même émergé de la présence de burlucs gourmands. Alors c'est parti, examinons une simulation maintenant que l'on a tous les ingrédients. La figure de gauche représente l'espace de simulation vu en 2 dimensions. Chaque case peut être soit verte si elle contient une plante consommable, soit noire si la plante est dégradée, soit bleue si un burluc gourmand est sur la case, et enfin soit rouge si un burluc modéré est sur la case. Le graphique de droite montre les densités de burlucs gourmands et modérés en fonction du temps. On voit donc qu'en condition initiale, on a seulement 16 burlucs gourmands dans un paysage avec une plante à chaque position, mais dont certaines sont initialement dégradées. La simulation va débuter par 500 pas de temps sans aucun processus de mutation. Cela permet de s'assurer que le système peut permettre la persistance d'une population de burlucs gourmands. À partir de 500 pas de temps, on active le processus de mutation, et on observe si, suite aux rares mutations faisant apparaître le phénotype modéré, celui-ci peut être sélectionné dans ce paysage sans structure spatiale fixe. À partir de maintenant, on active les mutations avec une probabilité de 5%. Et voici l'état du système au bout de 3000 pas de temps. Je n'ai pas fait de simulation plus longue parce que mon PC était déjà mis à rude épreuve, mais on a déjà de quoi réaliser que oui, le phénotype modéré a pu apparaître, puis être sélectionné et devenir même prédominant dans ce contexte particulier où il n'y a pas de structure spatiale intrinsèque aux plantes, mais bien une structure spatiale qui émerge elle-même de la présence de burlucs, et a fortiori de burlucs gourmands. Poursuivre la simulation pourrait nous permettre de savoir si à plus long terme le phénotype gourmand irait jusqu'à disparaître, ou bien si les deux phénotypes coexisteraient. Mais en fait, je crois que si l'on analyse bien les processus en jeu, on peut prédire avec une certaine confiance que les deux phénotypes resteront en coexistence à long terme, tout simplement parce que chacun des phénotypes est générateur des conditions favorisant l'autre. Reprenons cela en détail. Tout d'abord, les 500 premiers pas de temps nous montrent la dynamique suivie par le système lorsqu'il n'y a que des burlucs gourmands. Celle-ci n'a rien de révolutionnaire puisqu'elle ressemble beaucoup à ce que l'on a vu précédemment. La population de burlucs a tendance à fortement augmenter car les burlucs consomment les plantes sans restriction. Cependant, cette consommation mène une bonne partie des plantes à rentrer dans un état dégradé, donc les cases de l'espace deviennent noires, et durant le temps de régénération nécessaire à ce que ces plantes retrouvent un état consommable, à ce que les cases redeviennent vertes, la population de burlucs se trouve en pénurie de ressources et elle dégringole. Heureusement, suffisamment de plantes se régénèrent avant la disparition des burlucs, et la population entre dans une nouvelle phase de croissance.
et cette dynamique périodique se reproduit au fil du temps. Maintenant, que se passe-t-il pour que les biolucs modérés finissent par devenir majoritaires suite à leur apparition grâce aux mutations? Dans un premier temps, la faible population de biolucs modérés qui émergent des mutations semble tout simplement suivre la même dynamique périodique que la population de biolucs gourmands. La seule différence étant que la population de biolucs modérés reste largement minoritaire. Puis aux alentours des 1300 pas de temps, lors d'une période de pénurie en plantes, les densités des deux populations se croisent. Autrement dit, il y a plus de biolucs modérés que de biolucs gourmands. En faisant une pause sur l'espace de simulation à ce moment-là, il semble que le croisement des densités soit dû au fait que des biolucs modérés profitent d'un patch de plantes pour gagner en densité, sachant que ceux-ci ont beaucoup moins tendance à dégrader les plantes grâce à leur consommation restreinte. Il finit toujours par y avoir au moins un bioluc gourmand qui détruit le patch et la structure se renouvelle constamment, mais durant quelques instants, les biolucs modérés ont tout de même tiré un avantage de la préservation d'un petit patch de plantes. Pendant la phase de prolifération de biolucs qui suit, il y a de nouveau plus de biolucs gourmands, ceux-ci ayant une tendance à se reproduire plus vite grâce à leur forte consommation. Mais à la phase de pénurie suivante, de nouveau les biolucs modérés deviennent majoritaires. Et de nouveau on peut identifier de petites zones de plantes investies par des biolucs modérés, tandis que les biolucs gourmands errent dans des zones de plantes dégradées. Cette dynamique se poursuit durant encore 2 périodes, puis un nouveau phénomène apparaît. Cette fois-ci, la population de biolucs modérés est également majoritaire durant la phase de prolifération de biolucs. En examinant l'espace, il semble que le même processus que précédemment soit à l'œuvre, les biolucs modérés profitent des zones qu'ils n'ont pas eux-mêmes dégradées pour se reproduire, tandis que les biolucs gourmands souffrent plus fortement de la pénurie qu'ils ont provoquée. Mais petit à petit, ce processus a gagné en ampleur, de telle sorte que même durant la période de haute densité en biolucs, les modérés sont restés majoritaires. À partir de ce moment-là, la population de biolucs reste toujours majoritaire, et on peut voir dans l'espace des patchs de prolifération de biolucs modérés qui sont de plus en plus grands. Évidemment, ces patchs continuent d'être envahis et détruits dès qu'un bioluc gourmand arrive à l'intérieur. Et quand la simulation passe en accéléré, il est difficile de les voir tellement la structure spatiale change continuellement. Pourtant, malgré cette restructuration constante, les biolucs modérés ont quand même à chaque fois le temps de tirer parti du maintien de plantes consommables grâce à leur consommation restreinte. Par exemple, au dernier pic de densité avant le pas de temps 3000, on peut suivre la dynamique d'un énorme patch de plantes et de biolucs modérés en haut de l'espace de simulation. Ce patch génère un grand nombre de biolucs modérés, tout en étant tout de même envahi et détruit par les biolucs gourmands, ce qui donne une impression de mouvement du patch vers la gauche. Donc si on synthétise tout cela en réfléchissant par rapport à la sélection naturelle. Les biolucs modérés sont sélectionnés parce qu'ils profitent du fait de conserver des patchs de plantes, tandis que les biolucs gourmands dégradent trop souvent les plantes. Mais par contre, au sein des patchs de plantes, les gourmands envahissent parce qu'ils se reproduisent plus vite en dévorant les plantes, et ils détruisent également les patchs puisqu'ils mènent les plantes à un état dégradé. Donc le phénotype gourmand dégrade les plantes, et subit la pénurie qu'il génère lui-même, ce qui crée les conditions de sélection du phénotype modéré. Cependant, le phénotype modéré dégrade lui beaucoup moins souvent les plantes, il génère donc le maintien de patchs de plantes dans lesquels le phénotype gourmand est sélectionné. Autrement dit, si on imagine une situation avec uniquement des biolucs modérés, il va y avoir une très forte densité en plantes, en fait quasiment des plantes consommables partout, et si maintenant dans ce contexte on introduit le phénotype gourmand, suite à une mutation par exemple, celui-ci va être fortement sélectionné de la même manière qu'on a vu précédemment qu'en absence de structure spatiale, le phénotype gourmand excluait le phénotype modéré. Mais tout en étant sélectionné et en gagnant en densité, le phénotype gourmand va générer une structure spatiale, à cause des plantes rentrant en état dégradé, et donc dans ce nouveau contexte, c'est le phénotype modéré qui sera sélectionné, comme on vient justement de le voir. C'est donc pour cela qu'on peut supposer avec une certaine confiance qu'aucun phénotype ne va complètement exclure l'autre, puisque chacun génère les conditions de sélection de l'autre. On pourrait plutôt s'attendre à ce que le système reste dans une sorte d'équilibre éco-évolutif, où l'état du paysage et les densités de chaque phénotype varient continuellement. Personnellement, je trouve ce genre de système très intéressant à explorer, et il y aurait sûrement une analyse plus sérieuse à conduire sur ce modèle pour voir tout ce qu'il a dans le ventre. Mais là ça commence à faire vraiment beaucoup, et pour rappel notre objectif ce n'est pas de faire un travail de recherche, alors on va laisser tous ces mystères en suspens pour le moment.
Pour conclure, je vous dévoile enfin le titre du papier de Paper & Smut, dont on a reproduit tous les résultats et plus encore. Peut-être l'étiez-vous déjà formulé ainsi au cours de la vidéo, mais vous voyez que les auteurs parlent de coopération pour qualifier le comportement des burlucs modérés, les burlucs qui adoptent une consommation restreinte. Et en effet, cette consommation restreinte de la part d'un burluc implique une préservation de la ressource en plante pour les autres burlucs au détriment de sa propre consommation personnelle, ce qui correspond à la définition de la coopération, ou même plus précisément de l'altruisme, qui correspond à de la coopération au sein d'une même espèce. Et en fait, c'est justement ce terme de coopération que je ne voulais pas dévoiler dès le début, car je craignais que ce mot vous pousse directement à réfléchir d'une certaine manière, à penser que les burlucs pouvaient en quelque sorte communiquer entre eux pour s'accorder sur la meilleure stratégie de consommation des ressources, alors que justement, le résultat fort ici est qu'un phénotype coopératif puisse évoluer simplement grâce à la structure spatiale et sans dynamique sociale complexe entre les individus en jeu. Maintenant que l'on s'autorise à se placer dans le cadre de la coopération, on peut dire que les burlucs modérés sont des altruistes, tandis que les burlucs gourmands sont des tricheurs. Et l'ensemble des résultats que l'on a vus pourrait se synthétiser dans cette déclaration. Les tricheurs battent les altruistes au sein des groupes, et les groupes d'altruistes battent les groupes de tricheurs. Sachant que dans notre cas précis, les groupes sont dus à la structure spatiale, et ce sont en fait les patchs de plantes, et en ultime résultat, nous avons montré que les burlucs modérés, donc les altruistes, ont la capacité de générer des groupes, bien que dynamiques et assez éphémères dans le temps, grâce à leur préservation des plantes. La question de l'évolution de la coopération est un sujet majeur qui a généré une foule de travaux scientifiques. Ce qui m'intéressait dans cette vidéo n'était pas vraiment l'évolution de la coopération, mais plutôt le fait d'explorer des dynamiques évolutives complexes, et même des dynamiques éco-évolutives, c'est-à-dire quand un phénotype modifie l'environnement, ici la structure spatiale des plantes, de telle sorte à changer ensuite la dynamique évolutive en retour. À l'avenir, c'est vraiment un projet de traiter l'évolution de la coopération, sûrement à travers une série de vidéos, d'autant que les ressources de vulgarisation que l'on trouve en ligne s'arrêtent souvent au gène égoïste de Dawkins comme étant l'alpha et l'oméga sur le sujet. Mais justement, ça c'est du niveau de la vulgarisation, et pas vraiment de l'état de l'art réel sur le sujet. Bref, je vous laisse sur cette réflexion un petit peu polémique, et je vous dis à la prochaine.